Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. 13h à Djassin, dans la commune de Porto Novo, la capitale du Bénin. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le jeudi 3 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Le gouvernement a tenu ce mercredi 2 décembre 2020 son conclave hebdomadaire. Il a annoncé un projet de création de la Société béninoise de production d'électricité SBPE et l'approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement. Et puis Saïd Abeloko et Sylvia Alet, respectivement ambassadeurs du Gabon près le Bénin avec résidence à Lomé et ambassadrice de l'Union européenne près le Bénin, ont présenté les copies figurées de leur lettre de créance au chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi, ce mardi. Aux États-Unis, la justice rétorque le gel des visas de travail imposés par l'administration Trump. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Sétier. Bienvenue à tous et à toutes. Et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement se sont réunis ce mercredi 2 décembre 2020 où ils ont tenu la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Au thème de ce conclave, des décisions ont été prises. Entre autres, la création et puis approbation des statuts de la Société béninoise de production d'électricité SBPE et l'approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Suivant un extrait du point de presse fait par le porte-parole du gouvernement, Alain Sourou Orunla. Au titre des mesures normatives, création de la Société béninoise de production d'électricité SBPE. L'État s'investit dans la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures importantes de production d'énergie électrique dans l'objectif d'atteindre d'ici quelques années une autonomie énergétique. Aussi a-t-il été jugé opportun pour leur bonne gestion de constituer une société de patrimoine de production d'électricité, la SBPE, distincte de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, dont la mission essentielle sera recentrée sur la distribution. Cette nouvelle société sera à capital public et aura pour activité la production et la vente d'électricité grâce à l'exploitation des actifs propres, l'achat de l'énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d'électricité à la SB2E. Le ministre de l'Économie et des Finances veillera, en lien avec le ministre de l'Énergie, à la constitution effective de la société et à son opérationnalisation. Au titre des communications, approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Nos villes sont, en général, caractérisées par une urbanisation incontrôlée et une insécurité foncière qui paralyse aussi bien l'investissement public que privé. En effet, les opérations de lotissement sont souvent exécutées pour la régularisation de l'occupation anarchique par les populations des zones urbaines et périurbaines. Elles ne respectent pas les prescriptions minimales en la matière, d'où des problèmes graves impactant le cadre de vie en milieu urbain. En outre, il est courant que ces opérations ne soient pas conduites à leur terme et génèrent de nombreux litiges fonciers avec pour corollaire des souffrances infligées aux populations en quête d'une sécurité foncière pour leur patrimoine immobilier. Tout spécialement, le diagnostic du secteur révèle que les opérations de lotissement et la gestion des réserves administratives sont gangrénées par des insuffisances de diverses sources ainsi que des pratiques peu orthodoxes. Au nombre de celles-ci figurent l'intervention de techniciens non qualifiés, l'étalement non justifié
et anarchique des opérations. Le défaut et ou l'insuffisance de provisions budgétaires pour faire face aux honoraires des prestataires, le manque de transparence dans la gestion des frais de lotissement, les interférences de groupes d'intérêt et comités de lotissement, la complaisance, voire la complicité des acteurs, l'affairisme dû à la vente illégale de parcelles, le morcellement et le bradage des réserves administratives. Face à de tels constats, il s'avère impérieux d'assainir les opérations de lotissement et d'achever puis de clôturer celles déjà entamées. Aussi, pour une efficacité optimale du processus d'assainissement, faudrait-il garantir la transparence et l'équité dans le règlement des situations, quelle que soit la commune concernée. Ceci implique une classification selon les différents cas de figure, l'appréciation des solutions applicables à chaque cas et ou la standardisation des correctifs à apporter. Au demeurant, le problème se posant à l'échelle nationale, l'approche opérationnelle et le dispositif correspondant devront en tenir compte et être exhaustifs. On reste avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, qui a réagi au dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, qui demande l'annulation de la révision constitutionnelle. Suivant. Le gouvernement rappelle que la révision de la Constitution intervenue sur une proposition de loi est une initiative parlementaire approuvée par l'unanimité des députés. Cette révision de la Constitution a posé les fondations d'une réforme positive du régime démocratique et du système politique, consistant essentiellement à rendre irrévocable la limitation du mandat présidentiel et effectif, le financement public des partis politiques ainsi que la représentation du peuple par les femmes. La révision a en outre concrétisé l'engagement du Bénin, de notre pays, au titre d'une part de l'UEMOA en instituant la Cour des comptes ainsi que les juridictions régionales des comptes et d'autre part au titre du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l'abolition de la peine de mort. L'introduction du parrainage ou d'un mode de parrainage, plus exactement des candidats à l'élection présidentielle et l'alignement des mandats consécutifs à l'instauration dans notre pays comme dans d'autres pays des élections générales et plus précisément des élections législatives et communales ou municipales couplées répondent par ailleurs à la volonté longtemps affirmée par le peuple béninois et sa classe politique d'asseoir au sein de l'attelage institutionnel, administratif et social la rigueur dans la gouvernance, la qualité, l'efficacité des choix politiques et économiques. Dans ces conditions, la révision de notre Constitution ne saurait être considérée comme une remise en cause, ni même comme un recul des acquis démocratiques, mais plutôt comme le prolongement, le préalable nécessaire au renforcement de l'État de droit et au développement complet et durable des Béninoises et des Béninois. Le constituant de 1990 n'est pas au-dessus du constituant de 2019. Ces préalables étant rappelés, en cette période où nous sommes à la veille de choix politiques, où l'ensemble des Béninois, l'ensemble des citoyens s'apprêtent à honorer l'État et la nation du choix de la personnalité qui va présider aux destinées de notre pays pendant les 5 prochaines années, le président de la République, le président Patrice Talon, rassure du respect de l'engagement contenu dans le serment qu'il a prononcé le 6 avril 2016, à savoir de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Porte-parole du gouvernement est revenu sur le mécontentement des enseignants du supérieur suite aux propos du chef de l'État tenu dans le Mounou. Alain Orunla, de nouveau. Pour ce qui est de la réaction des différents syndicats des enseignants qui semblent protester du recentrage du président de la République sur la qualité de notre enseignement, il faut tout simplement rappeler une réalité que nos universités forment généralement des diplômés, peut-être bien formés, mais qui sont des diplômés sans emploi. Et que le président de la République, qui n'a pas une part de responsabilité dans cet état de choses, mais qui au contraire, dans un leadership responsable, veut promouvoir l'emploi et permettre à nos apprenants de trouver des emplois,
à orienter les choix stratégiques vers l'adéquation formation-emploi. D'où le choix de privilégier les formations techniques et professionnelles susceptibles de préparer nos apprenants à un emploi et la stratégie globale, la politique financée avec toutes les mesures dont nous avons déjà rendu compte ici, de permettre à nos apprenants d'aller vers des formations qualifiantes qui les préparent à un emploi plutôt qu'à des études théoriques, qu'à des études générales qui restent utiles pour la nation, mais qui ne sont plus aujourd'hui adaptées à la situation de l'emploi et adaptées à la nécessité d'outiller nos jeunes pour amorcer le développement de notre pays qui passe par l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, l'ingénierie, la fabrication d'outils et permettre à notre pays de ne plus être un pays de consommateurs, mais un pays de producteurs pour pouvoir, là également, s'arrimer à l'économie du monde. Donc, c'est vous dire que la réaction des enseignants, ou plus exactement des syndicats des enseignants du supérieur, est sans commune mesure avec le vœu du président de la République, la volonté du gouvernement de rendre l'enseignement dispensé dans nos centres d'apprentissage, de les rendre compatibles avec la nécessité de procurer un emploi à nos jeunes, à nos apprenants. On parle diplomatie dans cette édition. Le secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a présidé ce mercredi la première session du comité d'accompagnement et de suivi du programme de travail conclu entre le Bénin et la Wallonie, Bruxelles. Le point de la cérémonie d'ouverture de cette session à travers ce reportage signé Cano François Humberto. La première session du comité d'accompagnement et de suivi du programme de travail 2019-2023 conclue entre le Bénin et la Wallonie-Bruxelles s'est tenue ce mercredi à Cotonou. D'une importance à la fois capitale et symbolique, elle offre l'opportunité de procéder avec les partenaires wallons à un état des lieux du niveau d'exécution des engagements pris 2 ans après la signature de la convention de partenariat. N'eût été la COVID-19, cette session était envisagée pour le début de l'année 2020. Il me plaît ici de rappeler que ce moment d'évaluation et de suivi de notre coopération, envisagé par les 2 parties, au tout début de l'année 2020, avec la perspective d'un déplacement à Cotonou d'une délégation de la Wallonie-Bruxelles, n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie de la COVID-19, dont la survenance brutale et le non-infléchissement de la courbe de progression impacta négativement l'exécution de bien d'agendas au plan international. La question sur l'état d'avancement des projets retenus dans les domaines prioritaires de développement ne sera pas occultée lors de ces assises. Cette assise nous permettra de faire un point sur l'état d'avancement de nos projets retenus dans des domaines prioritaires de développement tels que l'eau, le patrimoine, la culture et le tourisme, ainsi que le renforcement du capital humain. Cet exercice d'évaluation nous offrira aussi l'occasion d'échanger sur les ajustements possibles et ou nécessaires afin de mieux juguler les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 sur la dynamique de mise en œuvre de nos projets. La cérémonie de lancement officiel de cette session qui a connu la présence de tous les représentants des ministères concernés a été marquée par l'intervention par visioconférence depuis Dakar de Yann Gall, délégué général de la Wallonie-Bruxelles près de Dakar, accrédité au Bénin, chef de la délégation. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République gabonaise près le Bénin avec résidence à Lomé, Saïd Abeloko et Sylvia Atlef, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne près de la République du Bénin, ont présenté le mardi 1er décembre 2020 dans le ministère les copies figurées des lettres de créance au ministère des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République gabonaise près le Bénin avec résilience à Lomé, Saïd Abeloko nous livre ses impressions. Avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération,
Nous avons échangé, fait déjà le point sur la coopération qui existe déjà entre nos deux États. Nous savons que le Gabon et le Bénin sont deux pays plus que frères. Donc nous avons un cadre de coopération à réviser, parce que c'est des accords aussi qui datent de longtemps. Nous avons évoqué cette possibilité de relecture de cadre de coopération, de réviser les accords qui nous lient et de voir les fortifier. Et aussi, nous avons échangé sur la présence des autorités diplomatiques béninois au Gabon. Le ministre nous a bien expliqué la stratégie au niveau au plus haut niveau de l'État béninois sur la stratégie économique qui a entraîné la fermeture du consulat général du Bénin au Gabon. Nous avons très bien reçu et nous avons très bien apprécié les argumentations que nous a présentées Monsieur le ministre des Affaires étrangères et il nous a rassuré que la coopération reste aussi dynamique avec la relation que nous avons ici, notre consulat général qui est déjà installé ici et l'accréditation de l'ambassadeur que je suis ici montre aussi la bonne tenue et la bonne coopération qui existe entre nos deux États. Saïd Abelokor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Bénin, avec résidence à Lomé. Cette édition se poursuit. L'UNICEF appuie le Bénin pour la vaccination. Des dons ont été offerts au ministère de la Santé ce mercredi à Cotonou. Ayat Foué. 3 véhicules flambant neufs. C'est un don de l'UNICEF pour accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine de la vaccination. Selon le représentant de l'UNICEF au Bénin, cette action a pour but principal de réduire la mortalité infantino-juvénile dans 3 zones sanitaires du département de la Liborie. C'est pour contribuer à ces efforts que l'UNICEF est heureux ce jour de remettre au ministère de la Santé 3 nouveaux véhicules pick-up après ceux de juillet dernier. Ces véhicules, d'une valeur totale de 43 244 553 francs CFA, sont destinés à renforcer le dispositif logistique optimisé et améliorer l'approvisionnement en vaccins dans les 3 zones sanitaires du département de la Liborie. Il s'agit des zones sanitaires de Banyukwara, de Malanville-Karimama et de Kandi-Gougounou-Sebana. À la suite de l'UNICEF, la Banque africaine de développement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, a offert une ambulance médicalisée au Bénin. Ce matériel roulant permettra la prise en charge rapide et dans les conditions requises des malades liés à la COVID-19. Pour le représentant de l'OMS, ce don fait partie des dispositions prises par les institutions internationales pour accompagner le Bénin dans sa lutte efficace contre cette pandémie. Cette ambulance va permettre non seulement de réduire les délais pour la prise en charge, donc ramener rapidement le malade au niveau du centre de traitement, mais prendre le malade directement en charge dans l'ambulance également, le réanimer, etc. Donc c'est bien à point nommé dans le cadre de la Covid, où la plupart des malades sont en détresse respiratoire et ils ont besoin d'être amenés très rapidement ou d'être pris en charge le plus rapidement possible. Vendredi, la Banque africaine de développement a décaissé une aide budgétaire d'urgence à destination du Bénin d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, toujours pour appuyer cette lutte contre le Covid-19. Et un 3e volet de ce fonds catalytique mis à disposition par la BAD est mis au niveau de l'UMOA et de l'Agence ouest-africaine de santé, qui va apporter un autre soutien en matière de kits de dépistage et de sensibilisation et de traitement de l'information dans la lutte contre le Covid-19. À l'endroit des partenaires, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a exprimé la reconnaissance du gouvernement. Doté d'un lit, de l'oxygénation, d'un électrocardiographe et d'un kit de survie, cette ambulance médicalisée dispose de l'essentiel pour sauver des vies. Les nouvelles africaines et internationales.
En Côte d'Ivoire, les artistes Zouglou, Yodé et Siro, convoqués à la gendarmerie mercredi, ont été gardés à vue pour être présentés au procureur d'Abidjan ce jour, jeudi 3 décembre 2020. Convoqués pour enquête judiciaire par le commandement supérieur de la gendarmerie nationale, section de recherche, Yodé et Siro ont répondu présents hier mardi 2 décembre 2020. Mais les deux artistes Zouglou, connus pour leurs titres et propos critiques contre le régime Ouattara, ne sont pas retournés chez eux. Ils ont été gardés à vue pour être présentés au procureur. Bonsoir à tous. Nous avons, comme convenu, répondu à la convocation de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale aujourd'hui. Il a été décidé de nous garder à vue pour une présentation au bureau du procureur demain 3 décembre à 8h30. Restons en union de prière, ont annoncé Yodé et Siro sur leur page Facebook dans la soirée du 2 décembre. On connaît enfin les mesures décidées par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19 après le discours annoncé puis annulé au dernier moment du président Banda lundi, soit un conseil supérieur de défense nationale s'est finalement réuni mardi après-midi au palais de Koulouba. En fin de compte, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Un immeuble de 3 étages dans le quartier de Muharram Bek s'est effondré mercredi à Alexandrie dans le nord de l'Égypte, faisant au moins 6 morts. Les équipes de sauvetage ont pu retirer des décombres les corps de 3 femmes et 3 hommes. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police afin de permettre aux équipes de recherche de tenter de retrouver d'éventuels survivants. Au Zimbabwe, les recettes d'exportation de cannabis pourraient atteindre 1,25 milliard de dollars en 2021, selon des prévisions relayées par Bloomberg. Si ces dernières se vérifient, le cannabis deviendra alors la première culture du rente du pays devant le tabac. Ce dernier représente historiquement la principale source de devises agricole du Zimbabwe avec 444 millions de dollars en 2020. La justice californienne vient de trancher contre le gel des visas de travail imposé par Donald Trump en juin dernier jusqu'en 2021, notamment le visa H-1B. Selon elle, l'administration Trump n'a pas démontré qu'elle avait de bonnes raisons de contourner les procédures administratives requises, c'est-à-dire de bloquer ces visas. C'est une victoire pour les entreprises de la Silicon Valley qui embauchent une importante main-d'œuvre étrangère. Et c'est la fin de cette messe de l'information pour la mi-journée de ce jeudi 3 décembre 2020 sur la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Didier Guédou, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Grégoire Lacroix. Je cite, « Le temps n'est pas maître de notre destin. Il n'en est que le comptable. Le temps n'est pas maître de notre destin. Il n'en est que le comptable. » On se retrouve dans 7 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité.